Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue sur Sika. C'est l'heure du journal de l'économie et voici pour commencer le sommaire. L'économie ougandaise affiche des perspectives positives. Elle devrait être boostée par les investissements dans les infrastructures. La crise des liquidités s'accentue au Soudan. Elle plombe davantage l'économie du pays. Enfin, la Guinée s'attend à une récolte de 1,6 million de tonnes de riz au terme de la campagne 2018-2019. Au cours des 5 prochaines années, l'économie ougandaise pourrait croître en moyenne de 6 à 7% grâce notamment aux investissements dans les infrastructures. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le Fonds monétaire international dans son dernier rapport sur ce pays. Les prévisions de l'institution internationale confirment d'ailleurs l'embellie qu'enregistre l'économie ougandaise depuis quelques années. Après une croissance de 5% en 2017 et de 6,2% en 2018, l'économie ougandaise poursuit son embellie. Selon le dernier rapport du Fonds monétaire international, cette tendance devrait se poursuivre. Ainsi, l'économie ougandaise pourrait croître en moyenne de 6 à 7% au cours des 5 prochaines années grâce notamment aux investissements dans les infrastructures. Le Fonds monétaire international prévient cependant que la stratégie d'endettement du gouvernement ougandais pour financer ses projets d'infrastructure pourrait à terme peser sur les finances publiques du pays. À titre d'exemple, la hausse de 8,9% des investissements, principalement dans les infrastructures au cours de l'exercice fiscal 2017-2018, s'est accompagnée d'une hausse de la dette publique à 41,3% du produit intérieur brut, au cours de la même année contre 38% au cours de l'exercice précédent. Parallèlement, la part de la dette extérieure a grimpé à 27,8% contre 24,3% au cours de l'exercice précédent. Certes, le niveau d'endettement de l'Ouganda demeure encore peu exposé au risque de surendettement, mais certains projets d'investissement pourraient ne pas générer le rendement escompté alors que les paiements d'intérêts sont en hausse. D'après les projections, la dette ougandaise devrait en effet grimper à 42,2% du produit intérieur brut à la fin de l'exercice budgétaire en cours pour atteindre les 50,7% du produit intérieur brut au cours de l'exercice 2021-2022. La part de la dette extérieure devrait atteindre les 33,9% en 2021-2022 contre 27,7% prévus pour l'exercice en cours. En ce qui concerne les paiements d'intérêts, ils devraient représenter jusqu'à 20% des recettes ougandaises en 2019-2020, un niveau généralement associé selon le Fonds monétaire international uniquement aux pays à haut risque ou en situation de surendettement. Direction maintenant le Bénin où le Fonds monétaire international vient d'achever une mission intervenue dans le cadre de la revue du programme économique et financier triennal soutenu par l'institution au titre de la facilité élargie de crédit. L'économie du Bénin a progressé de 6,7% en 2018 sous l'effet de la forte production agricole et de l'activité portuaire. C'est ce qui ressort des conclusions de la mission du Fonds monétaire international dans le cadre de la revue du programme de facilité élargie de crédit. Pour les experts du FMI, la performance du programme a été satisfaisante en 2018. Le PIB a augmenté de 6,7% en 2018 sous l'effet d'une forte production agricole et de l'activité portuaire. L'inflation est restée modérée à environ 1%, bien en dessous du plafond régional qui est de 3% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le déficit de la balance courante s'est sensiblement amélioré l'année dernière sous l'effet de l'essor des exportations de produits agricoles. Le déficit budgétaire pour 2018 s'est établi à 4% du PIB, alors que l'objectif du programme était de 4,7% du PIB. En ce qui concerne les perspectives à moyen terme, il reste favorable avec une croissance économique projetée à 6,7%
entre 2019 et 2024, tirée par la forte production agricole, la hausse des investissements privés et le développement de nouveaux secteurs tels que le tourisme et l'économie numérique. L'inflation devrait rester contenue. En somme, les résultats obtenus dans le cadre du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisants en 2018. Tous les indicateurs de suivi du programme à fin décembre 2018 étaient atteints. Les autorités béninoises devraient cependant poursuivre leurs efforts visant à améliorer l'environnement des affaires et les infrastructures, à renforcer le cadre de gouvernance, à diversifier l'économie, à promouvoir une éducation et une santé de qualité et à promouvoir la stabilité financière. Les deux parties ont par ailleurs convenu de la nécessité de continuer à augmenter les recettes fiscales et les services du FMI se sont félicités de la baisse prévue du ratio de dette publique en 2019. Notons que les conclusions de la mission du FMI seront soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'institution en juin 2019. Au Soudan, la crise des liquidités atteint des proportions alarmantes. Chaque jour, les populations font la queue pendant des heures sous le soleil brûlant dans l'espoir de retirer de l'argent des distributeurs automatiques. Et ce n'est pas tout le temps que cela marche. La quête d'argent liquide est devenue un sport national au Soudan, pays plongé dans une profonde crise économique qui a emporté l'ancien président Omar el-Béchir sous la pression de la rue. Même si le retrait est plafonné à 2000 livres soudanaises, soit une quarantaine de dollars par jour, ils sont des milliers de Soudanais à faire la queue pendant des heures sous le soleil brûlant dans l'espoir de retirer de l'argent des distributeurs automatiques. Les difficultés de l'économie soudanaise se sont accélérées sous Omar el-Béchir sous l'effet de la corruption généralisée, la répression systématique et les guerres internes. En 2011, la sécession du Soudan du Sud a porté un coup dur à l'économie, la privant des 3/4 de ses réserves de pétrole et de l'essentiel des revenus de l'or noir. Le Soudan a également été affecté par 20 ans d'embargo économique américain en raison de violations présumées des droits humains et de liens avec le terrorisme. Cet embargo a été levé en 2017, mais le pays reste sur la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme, entraînant une frilosité des investisseurs étrangers. Le Soudan connaît par ailleurs une inflation de près de 70% et cumule une dette extérieure de plus de 55 milliards de dollars. La crise des liquidités qui frappe le pays s'alimente de la baisse de la valeur de la livre et du manque de confiance dans le système bancaire. Elle intervient dans un contexte où la livre soudanaise a été dévaluée 3 fois en 2018. Classée 167e sur 189 dans un rapport de l'ONU pour l'année 2018, le Soudan est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il devrait enregistrer en 2019 une croissance négative de 2,3% selon le Fonds monétaire international. Une nouvelle mine d'or a lancé ses activités en Côte d'Ivoire. D'une capacité annuelle de 5 à 7 tonnes, le nouveau chef-d'œuvre est situé à l'ouest du pays et est désormais la plus importante compagnie d'exploitation aurifère de Côte d'Ivoire. Installée dans la localité d'Iti, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la nouvelle mine d'or inaugurée par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est une œuvre de la compagnie minière End Avour Mining. Elle a démarré ses activités plus tôt que prévu à la satisfaction des autorités ivoiriennes. La parole donnée a été tenue et qu'ici même se dresse une usine de lixiviation en cuve de 412 millions de dollars US, soit près de 240 milliards de francs CFA. D'une capacité annuelle de 5 à 7 tonnes, la mine d'or d'Iti se veut être la plus importante mine de Côte d'Ivoire avec des retombées. La mine d'Iti était la première mine d'or de Côte d'Ivoire. Elle a été ouverte en 1991 et elle va être, grâce à ses investissements, aussi la plus importante mine d'or de Côte d'Ivoire. Il y a à peu près 150 milliards de francs CFA de retombées pour la Côte d'Ivoire, plus de l'ordre de 9 milliards de francs CFA pour le Fonds local de développement.
Côté à Toronto, la compagnie détient 85% de la mine d'Iti, tandis que le gouvernement ivoirien en détient 10% et la Sodemi, une société minière détenue par l'État, les 5% restants. La compagnie exploite 4 mines en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. La campagne de commercialisation 2018-2019 devrait s'achever au mois de septembre prochain en Guinée sur une récolte de 1,6 million de tonnes de riz. C'est en tout cas ce qu'on apprend du département américain de l'agriculture. Il faut dire que ce rendement est dû à une augmentation de 15 000 hectares de superficie emblavée, désormais évaluée à 1,81 million d'hectares. 1,6 million de tonnes de riz, c'est le rendement que la Guinée devrait tirer de la campagne de commercialisation 2018-2019, devant s'achever en septembre 2019. Selon le département américain de l'agriculture, les superficies emblavées cette année s'élèvent à 1,81 million d'hectares, soit 15 000 hectares de plus que la saison précédente du fait de l'utilisation accrue des équipements modernes agricoles. Pour ce qui est de la consommation, elle est estimée à 2,2 millions de tonnes sur l'hypothèse d'une hausse de la croissance démographique et de la préférence des Guinéens pour le riz sur les autres produits agricoles locaux, comme le fonio, l'igname et le maïs. Le gouvernement guinéen ambitionne de porter la production rizicole nationale à 4,6 millions de tonnes de riz d'ici 2025, dans le cadre du Plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle couvrant la période 2018-2025. Notons que la riziculture est principalement réalisée en Guinée, sur les flancs des collines à 65% de la superficie totale rizicole, dans les mangroves à 16%, dans les plaines alluviales à 9% et dans les plaines à 10%. Intéressons-nous maintenant au marché mondial, le marché mondial qui devrait connaître un déficit de 1,7 million de tonnes de sucre en 2019-2020. Cette situation intervient après un surplus de 400 000 tonnes enregistré un an plus tôt. Plus de précisions dans ce reportage signé Candice Deboué. Après un surplus de 400 000 tonnes enregistré en 2018-2019, le marché mondial du sucre devrait connaître un déficit de 1,7 million de tonnes en 2019-2020. Cette situation s'explique essentiellement par une baisse de 1,2 million de tonnes de la production mondiale à 185,1 millions de tonnes en 2019-2020 en raison des contre-performances attendues chez la plupart des poids lourds du secteur. Du côté de la Thaïlande, les prix mondiaux oscillant autour de leur plus bas niveau depuis 10 ans et les conditions de sécheresse devraient faire chuter la production de 14,6 millions de tonnes à 12,7 millions de tonnes en 2019-2020. En Inde, ces mêmes factures pousseront le stock attendu à 29,4 millions de tonnes pour la prochaine campagne contre un record de 33 millions de tonnes enregistré en un an plus tôt. Au Brésil, la région centre-sud, qui fournit environ 90% de la production nationale de canne à sucre, devrait dédier en 2019-2020 seulement 37% des superficies à la production du sucre. Globalement, les prix de la matière première ne devraient pas s'améliorer à court terme en raison des stocks considérables accumulés en Inde en 2018-2019. Fin de cette édition du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci également de retrouver toute l'équipe dès mercredi prochain à la même heure.